La République qui annonce la fin de la récréation, la vitesse supérieure en ce qui concerne la répression du non-respect, on va dire, des lois sur les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux. Comment évaluez-vous aujourd'hui les libertés fondamentales en Côte d'Ivoire? Je prends cette question comme une volonté de comprendre. Et c'est comme cela que nous l'avons perçu à l'ordre, lorsque les gens s'interrogeaient où sont les avocats, que font les avocats. Je me réjouis d'ailleurs que les avocats soient maintenant le sujet des discussions sur les réseaux sociaux. C'est que la campagne, le travail que nous avons fait pendant ces premières années porte ses fruits et qu'on se demande où est la voix de cet acteur essentiel dans un régime démocratique. Alors, le procureur de la République, effectivement, ces derniers temps, a fait beaucoup de sorties médiatiques pour informer sur la question de la cybercriminalité et sur le droit qui s'applique en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Je voudrais dire une chose. Le procureur de la République est dans son rôle. Il faut que nous sachions les attributions et la fonction du procureur de la République. Il est le gardien de l'ordre public dans un État. C'est lui qui est chargé de l'application de la loi et de faire respecter l'ordre public. Alors, lorsqu'il estime que l'ordre public est troublé par les interventions sur les réseaux sociaux, il est de son devoir d'informer de ce que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Il est dans son rôle. Je voudrais également dire que le bâtonnier et les avocats sont dans leur rôle également de dire que l'exigence du respect de l'ordre public doit impérativement être conciliée avec celle de la protection des libertés fondamentales. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. L'ordre public, dont le protecteur est le procureur de la République, et les libertés fondamentales, dont les gardiens jaloux sont les avocats et le bâtonnier de les avocats. Bon, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre. Okay. Alors, lorsque le procureur de la République dit que la loi sur la cybercriminalité sanctionne toute intervention qui n'est pas conforme à la loi, il est dans son rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous, les avocats, nous disons que la liberté d'expression est consacrée par la Constitution, mais dans le respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité publique et de l'ordre public. Et je voudrais terminer sur cette question pour dire que nous, si vous vous souvenez, quand nous avons pris fonction, nous avons compris qu'il y avait un besoin de justice et besoin d'information et de formation des populations sur le droit. Et depuis que nous avons pris fonction, nous avons mis en place une commission qui travaille sur la question de la formation des populations, sur la question de l'accès au droit. Et très bientôt, je peux même avancer la date, le 10 octobre, sur tous nos réseaux sociaux, vous aurez une plateforme de formation des Ivoiriens sur toutes les questions qu'ils se posent. Sur la question de la cybercriminalité, nous sommes en train de finaliser le guide d'utilisation des réseaux sociaux qui sera mis à la disposition de tous nos concitoyens sur nos plateformes. Nous sommes en train de répondre à toutes les questions. Là, vous avez posé une question relative à la cybercriminalité, mais on a eu d'autres questions quant à savoir, par exemple, est-ce qu'une femme mariée, divorcée, pouvait continuer à porter le nom de son époux? C'est une question qui a alimenté la chronique. C'est une parenthèse que vous ouvrez, on va vous permettre de vous prononcer dessus en même temps. Je ne veux pas me prononcer parce que je vous dis, le 10 octobre, allez sur les plateformes de l'ordre, vous aurez la réponse. Lorsqu'on a eu le malheureux incident qui a entraîné la mort d'une dame, la question s'est posée, est-ce que lorsqu'on fait un homicide involontaire, on peut être conduit en prison? Toutes ces questions qui sont légitimes. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup de nos concitoyens ignorent la loi. D'accord. Nous allons pallier cela. Maître Louan Messon, c'est vrai que le 10 octobre, donc on aura accès à vos plateformes pour la formation, mais c'est important aussi de savoir ce que dit la loi sur cette question également qui a fait débat sur la femme divorcée. A-t-elle, oui ou non, le droit de porter le nom de son mari après le divorce? On a besoin de comprendre. Je vous réponds dessus juste pour vous donner, juste un peu pour faire du teasing, pour que le 10, vous soyez sur notre plateforme. Alors, que dit la loi? Lorsque moi, je prends mon exemple, je suis maître Louan Messon. Messon, c'est le nom de mon époux. Okay. On m'a connu dans ma profession sous le nom de maître Louan Messon. Si malheureusement je viens à divorcer, je demande au juge... Qu'on ne vous souhaite pas. Merci. Je demande au juge de pouvoir garder le nom de mon époux. Je dis
que j'ai bâti ma carrière avec le nom de mon époux. Parce qu'il faut rappeler que le port du nom de l'époux n'est pas une obligation, c'est une faculté. La loi dit que la femme mariée peut porter le nom de son époux. Donc je dis au juge, je souhaite conserver le nom de mon époux. Et le juge, et je lui donne les raisons. Je dis professionnellement, j'ai été connue sous le nom de Messan. Et donc, si je dois changer de nom, ça va me créer un préjudice dans ma profession. Et le juge, s'il est convaincu par ces arguments, peut, dans la décision de justice qui prononce le divorce, indiquer que je peux conserver le nom Messan. Mais je ne peux pas conserver le nom Louan épouse Messan, puisque le lien matrimonial a été rompu. Okay. Donc, je vais continuer à m'appeler Maître Louan Messan, mais je ne pourrai pas dire, lorsque vous m'interviewez, vous dire je suis Maître Louan Florence épouse Messan. Voilà. Donc, c'est autant de choses que auxquelles nous allons apporter des réponses, parce que nous voulons que tous les concitoyens puissent avoir accès à la loi et à la loi par ceux qui sont formés. Vraiment, laissez-moi terminer sur ce point. Allez-y, vous avez par ceux qui sont formés pour accompagner les citoyens face à la justice, dans leurs préoccupations, face à l'administration, pour accompagner les entreprises. Et les personnes qui sont formées pour cela, ce sont les avocats. Je veux vraiment pouvoir le dire. Parce que malheureusement, on est dans une société où beaucoup de personnes, parce qu'ils ont lu 2 articles, ils deviennent des spécialistes du droit. On en a trop, Madame Debay, excusez-moi, on en a beaucoup sur vos plateaux. Et ça, c'est ce qui crée le trouble auprès des populations. Tout le monde s'autoproclame juriste. Tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir lu deux feuilles du Vidal pour être médecin ou pour être pharmacien. Le droit est une science. C'est une science juridique. Il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Tout ça qui alimente. Il ne suffit pas de lire les articles et de venir les interpréter. Il faut que la parole soit redonnée à ceux qui ont fait des études pour cela. C'est important dans un pays qu'on respecte les fonctions de chacun. Merci, Maître Louan Messan, pour ces explications. J'aimerais vous ramener dans le mois de mai. Le barreau de Côte d'Ivoire, par la voix de Maître Messan-Tompieux, a exprimé ses vives préoccupations quant à l'indépendance de la magistrature. Il y a eu une déclaration qui a fait débat. Certains se sont posé des questions sur les raisons d'une telle sortie. Le barreau de Côte d'Ivoire donc a tiré la sonnette d'alarme qui appelait une justice libre, impartiale. Et ce soir, je vous demande quels sont les éléments qui ont conduit à la production de ce communiqué. Merci de me permettre de revenir sur cette déclaration qui a créé l'émoi, la satisfaction, en tout cas qui a créé un trouble. Parce que, comme je vous l'ai dit en l'entame de mes propos, beaucoup de personnes ne connaissent pas le rôle d'un ordre des avocats. Nous sommes, dans nos prérogatives, nous sommes des vigies de l'état de droit. Parce que la protection des libertés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâtonnier, le procureur de la République, il est là pour le respect de l'ordre. Les avocats sont là pour accompagner les citoyens dans la défense de leurs libertés fondamentales. Et la défense des libertés fondamentales ne peut pas se faire dans un État qui n'est pas un État de droit. Ça ne peut pas se faire. Si vous êtes en dictature, si vous êtes dans un État fasciste, vous ne pouvez pas défendre les libertés. Par définition, les libertés sont mises en berne dans de tels États. Donc nous, notre combat, c'est de renforcer l'état de droit pour permettre la défense des libertés fondamentales des citoyens. C'est une mission de l'ordre des avocats qui était jusque-là inconnue et j'ai compris que beaucoup de personnes se sont interrogées. Pourquoi l'ordre intervient? Est-ce que ce ne sont pas des politiciens masqués? Est-ce qu'ils ne sont pas venus prendre part au débat politique? Nous ne prenons pas part au débat politique. La déclaration qui a été faite par le Conseil de l'ordre des avocats. Moi, je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats. Je suis accompagné dans ma mission par 18 membres du Conseil de l'ordre. Et les membres du Conseil de l'ordre ont des chapelles, chacun a sa chapelle politique. Ils ont des sensibilités politiques. Et cette déclaration a été débattue en Conseil de l'ordre. Et c'est à la suite de cela que nous avons adopté cette déclaration que nous avons lue. Et l'ensemble des avocats, en tout cas la grande majorité des avocats, a approuvé cette déclaration malgré leur chapelle politique. Parce qu'ils savent que, quel que soit votre parti politique, ce qui réunit et unit les avocats, c'est le respect de l'état de droit. C'est le respect de l'état de droit, quelle que soit votre chapelle politique. Et sur ça,
Je pense que nous avons des points de vue convergents et vous ne pouvez pas prendre un avocat à défaut sur le respect et la défense de l'état des droits et des libertés. C'était le sens de notre déclaration. Et je pense que nous l'avons bien fait de la faire. Et lorsque j'entends les agitations, le barreau dit quoi, l'autre dit quoi, mais nous l'avons dit déjà en mai. En mai, le 2 mai, par le porte-parole du Conseil de l'ordre, nous avons fait cette déclaration que la paix dans un pays ne se construit que par le droit. Ceux qui demandent, face aux différentes interventions des uns et des autres, ceux qui se demandent encore aujourd'hui quelle est la position du barreau de Côte d'Ivoire, cette position, nous l'avons donnée le 2 mai. Et nous les invitons à aller relire la position parce que beaucoup se sont contentés du caractère inédit de la déclaration, sans la lire réellement. S'ils la relisent à tête froide, ils comprendront que toutes les réponses à leurs préoccupations y sont. Merci. Alors, vous le savez, hein, la Côte d'Ivoire, nous sommes en période électorale. Le 10 octobre prochain, la campagne électorale va s'ouvrir. Entre-temps, il y a eu cette décision du Conseil constitutionnel qui a donné la liste des candidats retenus pour cette présidentielle. Et parmi les candidats qui n'ont pas été retenus, dont les dossiers ont été jugés insuffisants par le Conseil constitutionnel, il y a le candidat Afi N'Guessan, qui lui décide de porter plainte. J'aimerais avoir ce soir votre avis. Je vous reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, la paix par le droit. Je me réjouis qu'il ait choisi de saisir les tribunaux pour qu'il ait une réponse à ses préoccupations. Revenons sur le système judiciaire dont vous avez parlé. Vous avez dit beaucoup de choses, Maître Laurent Messon. Merci, on a appris beaucoup de choses ce soir et on a envie de savoir, d'après vous, quelles seront les réformes nécessaires du système judiciaire? Peut-être pas toutes, mais les prioritaires pour repositionner les choses dans le bon sens. Déjà, il faut dire que beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas avoir la critique facile. Il ne faut pas avoir la critique facile. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites, mais l'indépendance de la justice, c'est une construction. Okay. C'est vraiment quelque chose qui se construit. Ce n'est jamais un acquis. Si vous suivez l'actualité, vous verrez que ce qu'on prend pour exemple démocratique à l'occasion de la condamnation de l'ex-président de la République en France, l'indépendance de la justice a été interrogée, a été questionnée. Donc, c'est une marche continue vers une justice plus indépendante. Parce que je vous ai dit que les libertés ne peuvent pas être respectées dans un État où le magistrat n'est pas indépendant, où la justice n'est pas indépendante. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion, à l'occasion, par exemple, des rentrées judiciaires, nous le rappelons. Et nous invitons chacun des acteurs de la justice à renforcer l'indépendance de la justice. Lorsque nous avons fait notre déclaration en mai, le Conseil supérieur de la magistrature nous a répondu pour nous dire que la justice était indépendante. C'est heureux, nous les prenons au mot et nous voulons les voir à l'action. Parce qu'effectivement, nous qui sommes aux côtés des usagers de la justice, nous voulons toujours qu'elle soit encore plus performante, encore plus indépendante. Et nous serons, ça peut ne pas plaire, mais malheureusement c'est notre fonction, les vigies intransigeants pour que cette justice que nous aimons et que nous pratiquons et dont les animateurs sont nous qui les pratiquons tout le temps, sont des gens qui sont à la tâche. Les magistrats sont des gens qui sont à la tâche, au quotidien. Et notre souhait, c'est que justement, cette indépendance soit garantie et soit raffermie. Nous souhaitons également l'accélération des procédures judiciaires. Des tests ont été pris. Le ministère de la Justice a fait adopter des tests pour que les procédures judiciaires aillent plus rapidement. Nous souhaitons que cela soit beaucoup plus effectif, que les procédures soient un peu plus raccourcies et qu'on ne mette pas 1 an, 2 ans pour avoir une décision de justice. Justement, sur cette partie, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, j'anime une émission donc, de faits divers, Focus Faits divers, diffusée mardi et mercredi sur NCI. Dans la plupart des cas que nous traitons, nous finissons très souvent les sujets avec des présumés coupables en attente de leur procès. Et la population se pose des questions finalement de savoir pourquoi les procédures sont longues. On a entendu, et vous nous direz si c'est vrai ou c'est faux, que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'avocats en Côte d'Ivoire et que les avocats ont tellement de dossiers qui traînent qu'on a des décisions qui peuvent attendre 1 an, 2 ans, 5 ans des dossiers avant d'être traités. Qu'en est-il ce soir, Maître Lyon?
Ce n'est pas les avocats qui instruisent les dossiers. Tout ça, ça participe des préjugés de ce que j'appelle des procès en sorcellerie. C'est pourquoi on a besoin de comprendre. C'est pas les